Je ne vais pas continuer ce qu'on avait fait la fois dernière parce que là, comme on va être que sur Zoom, c'est un sujet un peu difficile et le traiter comme ça sans voir les participants, c'est un peu compliqué. On va continuer la Gemara tout simplement. Donc pour ceux qui sont nouveaux au cours, ça sera plus simple également. Ça permet de reprendre tous ensemble au même endroit. Donc on est dans Masechet Makot, Dav Gimel Amud Bet. Si vous avez votre Gemara, c'est encore mieux. Donc on était donc dans la Mishnah qui parlait dans un enseignement qui parlait de la Shemitah. Si quelqu'un dit que simplement il prête de l'argent à condition que ne s'applique pas à lui le din de Shemitah. Donc c'était la Mishnah qui précédait, qui parlait effectivement donc de la question de la Shemitah. On va à partir de là donc arriver à une autre question qui est également liée au temps qui est celui prévu normalement pour pouvoir rembourser des dettes. On ne va pas rester longtemps dessus. C'est vraiment un tout petit lien qu'il y a dans la Gemara d'un sujet avec l'autre. Alors regardez ici. Donc on est Tana, Amalvet Raveros Tam et Norachel et Tovo Pachot Mishloshim Yom. Donc on est troisième ligne, juste après le virage. Voilà, vous y êtes. Alors on y va. Donc la Gemara nous enseigne la chose suivante. Almavé et Travero Stam, celui qui prête de l'argent à son ami Stam, c'est-à-dire sans préciser d'échéance particulière, il ne dit pas pour combien de temps il prête. Eno Racha il est o Pachot Mishloshim Yom, il n'a pas le droit de venir lui réclamer l'argent avant 30 jours. Donc, quand on ne précise pas, c'est minimum 30 jours. Donc, il ne peut pas dire, mais moi, quand je t'ai prêté, c'était pour une semaine, c'était pour 2 semaines, c'était évident que je ne pensais pas 30 jours. Si ce n'est pas précisé, c'est minimum 30 jours. C'est justement ce qui va intéresser la Gemara. Donc, d'où cela vient. Ça va, Rabba Barbach, Nakame Derav, les Memar, Hanemile Bemalve Bishtar, Delo Avadinish de Tarach de Katav Shtar, Betzir Mitlatin Yomin. Aval Malve Alpe, là, on va reprendre. Donc, ça va, Rabba Barbachana a pensé que, donc il était devant Rav, donc il était en train d'étudier ce sujet-là, et il pensait dire, Hanemile, ce que l'on vient de préciser là, comme quoi quelqu'un qui prête de l'argent sans préciser d'échéance, c'est au minimum 30 jours, il a pensé, mais Malvé Bishtar, c'est uniquement s'il prête avec un contrat, c'est-à-dire il y a un contrat qui est signé, et que dans son contrat, on n'a pas donné d'échéance, donc c'est minimum 30 jours. Et la raison, ce serait donc pourquoi 30 jours? Donc la raison, c'est Delata Avad Inish de Tarach de Katav Shtar, Betzir Mitlatin Yomin. Car on peut considérer que d'une manière générale, une personne ne va pas, Tarach, donc ne va pas faire les efforts d'écrire un shtar, d'aller jusqu'à écrire un contrat, si c'est pour moins de 30 jours. Aval Malvé Alpé, mais si on prête de l'argent oralement, simplement il dit est-ce que tu peux me prêter? Il lui dit avec plaisir, voilà, je te prête. Donc il n'y a pas eu de contrat entre eux. Là, non, que dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoirement 30 jours et qu'il peut venir réclamer avant. Donc, c'est quelque chose qui est très logique, hein, ça s'entend très très bien, puisque généralement, quand on prête de l'argent de manière orale sans shtar, ce n'est pas des très grosses sommes, c'est jamais évidemment des sommes importantes, c'est souvent comme quelqu'un qui a besoin d'argent, qui n'a pas sur lui, il dit est-ce que tu n'aurais pas 10 euros à me prêter, donc il va lui prêter. Donc, sur le champ, en pensant évidemment être remboursé dans les quelques jours qui vont suivre. Hein. Sauf si vraiment il va se dire, s'il a vraiment besoin pour 30 jours, il me l'aurait précisé. S'il ne l'a pas précisé, c'est qu'en fait, c'est juste un prêt très rapide. Donc, ça s'entend, il y a une vraie logique à cela. Et c'est ce que dit Rabba Bachana. Et pourtant, ce n'est pas juste. C'est ce qu'on va lui répondre. Amar, il lui a répondu, Chavivi. Chavivi, c'est une expression ici chaleureuse. Regardez dans Rashi. Chavivi, ça veut dire mon oncle également. C'est celui que j'aime bien. Tout petit peu plus haut dans Rashi. Bien. Voilà. Chavivi, Targum Shel Dodi, c'est la traduction du mot Dodi, mon oncle. Rabbi Chia, Achi Aviv. Rabbi Chia, c'était le frère de son père. Alors, il va lui dire la chose suivante, il lui dit,
Laissez-moi un tout petit instant. Là, Echad Amalve Bishta, Echad Amalve Alpe, que ce soit celui qui prête avec un contrat ou celui qui prête de manière orale, sans aucun contrat, ce sera la même règle, c'est minimum 30 jours. Tanya Nameache, on a effectivement enseigné une braïta qui va dans le même sens, qui dit exactement cela. Amalve et Havero Stam, Eno Racha il est Tovo, Bachod Mishloshim Yom. Celui qui prête de l'argent à son ami sans aucune précision, donc il ne dit pas pour combien de temps, c'est au minimum 30 jours. Que ce soit à l'oral, ou que ce soit donc par écrit dans un shtar, ou que ce soit à l'oral. Donc c'est clairement enseigné dans une braïta. Amar le Shmuel et Rav Matna. Shmuel a dit à Rav Matna, Lo tetiv akraich ademaferchet le hashemata. Donc je ne m'asserrai pas, c'est cette expression pour dire jusqu'à ce que tu m'as enseigné cela. C'est-à-dire j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais j'aimerais bien savoir d'où ça vient une chose pareille. Donc j'aimerais des explications. Mina ha milta, d'où est-ce qu'on a appris cette chose-là? D'où viennent ces choses-là que le Chachamim ont dit que celui qui prête à son ami sans préciser d'échéance, il n'a pas le droit de venir réclamer avant 30 jours. Donc on est d'accord que c'est la halakha, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, mais d'où ça sort, d'où ça vient une halakha pareille. Que ce soit avec un contrat ou que ce soit à l'oral. Amarle, il lui a répondu, dirtiv, car c'est écrit. On apprend ça ici dans l'enseignement du Pasuk. Karva Shenat Hasheva, Shenat Hashemita. Donc, il est décrit dans le Pasuk, la 7e année s'approche, l'année de la Shemitah. Donc, c'est une tautologie, on se répète, c'est la même chose, l'année de la Shenat Hasheva, l'année de la 7e année ou l'année de la Shemitah, c'est la même chose. Donc, de quoi on parle là-bas dans le Pasuk? On dit que la Torah imagine ce que quelqu'un qui prête de l'argent pourrait se dire, voyant la 7e année arriver, il va se dire, la 7e année arrive, donc c'est embêtant, donc je ne vais pas prêter. Et pour dire cela, donc dans le langage de la Torah, pour dire la 7e année arrive, on précise, la 7e année arrive, l'année de la Shemitah. Pourquoi se répéter la 7e année, l'année de la Shemitah? Si tu me dis c'est la 7e année, est-ce que je ne sais pas que c'est l'année de la Shemitah, évidemment. Et là, Matel Moudomar, alors qu'est-ce que ça vient de m'apprendre d'autre en vérité? Il y aurait ici un sous-entendu pour un autre enseignement. Shnat Hashmita, le mot Shnat Hashmita, qu'est-ce qui m'apporte de plus? Loma Alecha, c'est pour te dire, Yesh Shmita Acheret. Il existe une autre Shemitah, c'est-à-dire ici le mot Shemitah pris au sens propre, qui ne veut pas dire 7e année, qui vient du mot Shamot, qui veut dire abandonner, délaisser, relâcher. Donc c'est le fait d'abandonner ici les dettes. Il y a un autre abandon de dette, le mot Shemitah, même si pour nous c'est évident qu'il signifie la 7e année, la traduction du mot Shemitah, il veut simplement dire abandon de dette, d'accord? Délaissement des dettes. Donc il y a un autre abandon de dette possible qui n'est pas celui de la Shnat Hasheva. Donc il y a la Shnat Hasheva, qui est l'année de Shemitah qu'on connaît, et il y a la Shemitah, qui serait un autre abandon. Alors, vous me ferez remarquer tout de suite, oui, mais il y a écrit Shnat Hashmita, l'année de Shemitah. Hein. Alors, on avance un petit peu. Donc, donc là, qu'est-ce que ça vient m'approcher Shnat Hashmita? L'Omar Alecha, c'est pour t'enseigner. Yesh Shemitah Acheret, il y a un autre abandon de dette, chez Ikazo, qui est de la même nature, qui est celle dont on a parlé, mais Ezozo, et quelle est-elle? Amalve Traverostam, celui qui prête à son ami simplement, chez Enoracha il est Tovro, Mipachot Mishloshim Yom, qui ne peut pas venir réclamer avant 30 jours. De Amar, car on a enseigné, Shloshim Yom Bashana Chashuv Shana, que 30 jours dans une année suffit à comptabiliser une année. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici dans cette Gemara. Alors, regardez ici. Ce qu'on est en train d'enseigner, c'est que la répétition du mot Shnat Hasheva, Shnat Hashmita dans le Pshat, évidemment, c'est la même chose que la 7e année. Mais vient le Midrash, il me dit, il y a une autre Shemitah possible, il y a un autre abandon ici qui est possible, qui est celui d'un autre type d'année. Donc c'est une autre Shemitah, mais c'est aussi un autre type d'année. C'est quoi cet autre type d'année? C'est les 30 jours. On va compter parfois 30 jours pour une année. C'est vrai dans différentes halachot, qu'il suffit que 30 jours soient passés pour être considéré comme une année. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à cet aspect-là. Ce qui est difficile dans la Gemara qu'on vient de citer, c'est qu'on ne parle pas du tout d'un abandon de dette. On est en train de dire qu'il n'a pas le droit de réclamer les dettes pendant 30 jours. Mais on ne parle pas du tout d'abandonner les dettes. Les 30 jours, en l'occurrence, n'ont rien à voir avec l'année de Shemitah. L'année de Shemitah, c'est un véritable abandon de dette. Alors, pour comprendre ça, il faudra se rappeler ce qu'on avait étudié précédemment. C'est que c'est contre-intuitif. Hein, les gens souvent ne comprennent pas du tout comme ça le texte de la Torah et ils ne s'imaginent pas du tout que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est ça la halakha.
c'est que ce que la Torah nous demande dans la Shemitah, il faut bien l'entendre au niveau halachique, c'est l'interdiction de réclamation. Ce n'est pas au sens propre, comme je l'ai dit jusqu'à présent pourtant, une annulation de dette. Les dettes ne sont pas annulées au sens propre, mais il y a un interdit de réclamer. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Ça change que si la personne a envie de rembourser, ça sera considéré comme une dette qui est remboursée. Et elle peut très bien rembourser, l'autre peut très bien la recevoir, à condition évidemment de bien faire comprendre que c'est la Shemitah, je n'ai pas d'obligation de réclamer, si tu veux, tu ne me payes pas, etc. Et s'il lui dit, je veux quand même te donner, il peut. Et ça peut avoir des incidences halachiques intéressantes. En tout cas, il n'y a pas d'annulation des dettes. La dette, dans une certaine mesure, existe encore, et elle existera toujours, mais la personne n'a pas d'obligation, parce que je me suis très bien exprimé, a un interdit de venir réclamer. Ça implique entre autres, par exemple, que quelqu'un qui se trouve au niveau de la dette, celui qui a emprunté, donc l'emprunteur, lui, dans une certaine mesure, il aurait encore une mitzvah de rembourser. C'est une mitzvah de rembourser ses dettes. Et qu'une fois que l'année de Shemitah est passée, quelqu'un pourrait très bien dire, moi je veux bien faire, et parce que je n'aime pas rester avec des dettes, je sais que la Torah interdit à mon créancier de venir réclamer, mais moi j'ai envie de bien faire. Ça a du sens. Alors, ensuite, halachiquement, il faut étudier chaque cas de manière particulière, mais entendez bien que on n'est pas dans une sorte de système économique, comme on a souvent voulu le faire ressortir, hein, qui est une sorte d'annulation totale des dettes, absolument. Alors, malgré tout, ça va avoir cet effet-là normalement. Ce que ça implique, entre autres, c'est qu'on peut très bien, à partir de la halakha que je viens de vous dire, distinguer des dettes qui sont de véritables dettes qui mettent les gens dans des situations difficiles, des gens qui sont des dettes de biens de consommation, qui avaient besoin pour vivre, d'accord, et d'autres dettes qui n'ont rien à voir, qui sont des dettes au niveau industriel, au niveau économique, de gens qui ont emprunté de l'argent, qui ont de l'argent eux-mêmes, mais qui font des investissements, etc. D'annuler leurs dettes absolument, c'est quelque chose qui paraît absurde. Alors, la halakha, c'est la même, évidemment, qu'on n'a aucune permission d'aller leur réclamer, quelle que soit la raison de la dette. Mais ça s'entend beaucoup plus que quelqu'un qui a emprunté, alors qu'il n'est pas du tout en situation difficile, il a emprunté pour faire des affaires, que lui, il aurait mis de ça d'aller rembourser ses dettes, ça s'entend tout à fait. Donc, il faut bien avoir ça en tête. À partir de là, on comprend mieux maintenant la Gemara. Donc, il existe une Shemitah, au sens propre du mot Shemitah, qui veut dire abandonner, délaisser, pas annuler. Ce n'est pas une annulation. Abandonner et délaisser, ça veut dire j'ai une dette qui existe, mais je l'abandonne, je ne vais pas la réclamer. À aucun moment il y a l'expression d'annulation. Et donc, pendant les 30 jours d'une dette, on est dans une situation de Shemitah. On est dans une situation d'abandon de la dette où on n'a pas le droit d'aller la réclamer. C'est exactement la même chose. À la différence que la Shemitah, c'est après 7 ans, alors que là, ce serait les 30 premiers jours. La Gemara ici fait un lien auquel on n'aurait jamais pensé, c'est que la situation des 30 premiers jours d'une dette ressemble à la situation après 7 ans. La relation entre le créancier et l'emprunteur est exactement la même. C'est une relation où la dette existe, mais où je ne suis pas en droit d'aller réclamer quelque chose qui m'est dû. Donc j'ai prêté de l'argent, c'est mon argent qui est chez lui, mais je n'ai pas le droit d'aller le réclamer. C'est intéressant parce que très souvent, dans le monde économique actuel, on observera la question de la dette sous l'aspect, d'ailleurs le mot le dit bien, de la dette, c'est-à-dire de l'emprunteur envers le créancier, le devoir du remboursement, d'accord? Et ce devoir-là oblige. Alors qu'ici, on le regarde dans l'autre sens, c'est le droit de réclamation. Très souvent, on va présenter le droit de la Torah, le droit de la halakha, comme un droit des devoirs, et le droit courant comme un droit au sens propre, qu'est-ce que sont mes droits? En l'occurrence ici, c'est l'inverse qui semble se présenter, où la question de la dette, c'est un droit que j'ai d'aller réclamer l'argent que j'ai prêté. C'est très difficile à entendre de présenter sous cette forme-là, si on ne présentait que sous cette forme. Évidemment, il y a une mitzvah, hein, mais le fait d'insister sur l'aspect droit est intéressant. De dire que c'est un droit, ça supposerait que ça n'est peut-être pas si évident que cela. Que d'une certaine mesure, le fait que quelqu'un ait besoin d'argent et que je lui donne cet argent pour qu'il réussisse à s'en sortir et que moi j'ai de l'argent, je ne suis pas en situation difficile, de quel droit je viendrai ensuite lui demander? Il en avait besoin, Hachem a mis cet argent dans ma main à moi, parce que au Hachem j'ai la bracha. L'autre en a besoin, je ne suis que celui qui transfère cet argent et qui le donne à celui qui en a vraiment besoin. De quel droit je peux aller lui demander alors qu'en vérité c'est lui qui a besoin, c'est pas moi qui ai besoin. Donc évidemment c'est une autre vision de l'économie où la notion de bien, de propriété ici est fragilisée. Hein. On remet en question la question de la propriété puisque on se demande est-ce que j'ai le droit de venir réclamer.
Alors, le principe de la Shemitah, en vérité, c'est cela. C'est justement de ne pas considérer la propriété comme une sorte de valeur absolue et sur laquelle toute l'économie tiendrait. Alors, j'insiste, ce que j'ai montré là, ça n'est un tout petit instant. J'insiste, ce que j'ai montré là, ça n'est qu'un aspect. La question du devoir dans la dette existe aussi, la question de propriété existe aussi. J'essaie juste de montrer que la façon de présenter les choses vient nuancer, et pas remettre en question, mais vient nuancer le droit qu'on a de posséder, le devoir qu'a l'autre de me rembourser, et comme si les relations économiques devraient fonctionner que là-dessus. Il faut se poser la question, et c'est ce que fait très bien l'Agmara ici, dans quelle mesure je suis en droit d'aller demander ce qui m'appartient. Alors oui, l'Agmara me dit, oui, après 30 jours, tu as le droit de le faire. Après 7 ans, tu n'as plus le droit. Alors, je vous écoute, vous aviez une question. La Shemitah, c'est quand même aussi l'interdiction de faire un profit, alors que réclamer sa dette, c'est pas je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La Shemitah, ce n'est pas l'interdiction de faire un profit. Pas du tout. C'est pour profiter de la récolte ou la laisser. C'est pas du tout une question de profit. C'est un rapport à la terre. Vous mélangez les deux aspects de la Shemitah, que la Shemitah de la terre et la Shemitah de l'argent. La notion de profit ici, il est en relation à la terre, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de ce que vous appelez profit, c'est-à-dire de considérer la terre comme à moi et que tous les fruits de la terre me reviendraient. Parce que un des aspects de la propriété, c'est qu'un bien qui m'appartient, ben les effets d'un bien sont aussi à moi. Donc, je suis dans un rapport à une terre qui m'appartient sans que le produit de la terre m'appartienne. Donc, à ce titre-là, vous avez raison que c'est l'interdiction du profit, mais pas au sens qu'on l'entend habituel. Ce n'est pas une interdiction de s'enrichir, d'accord? Quelqu'un qui fait de l'argent, qui fait du commerce pendant l'année de Shemitah avec d'autres choses que des produits de la terre, eh bien, il a tout à fait le droit. Donc, le profit ne pose pas, c'est pas le problème d'ici de l'enrichissement. Ce n'est pas du tout le problème de la Shemitah. Ce n'est pas du tout une question d'enrichissement, c'est un problème de propriété de la terre. La terre appartient à Hachem et je dois en prendre conscience. Et donc, je dois prendre conscience qu'elle appartient aussi à d'autres personnes, elle appartient à d'autres juifs, elle appartient aux animaux, elle appartient aux non-juifs, elle appartient à toute personne qui pourrait profiter de cette terre, parce qu'en vérité, le vrai propriétaire, c'est Hachem. Donc, ce n'est pas le profit qui pose problème, hein. C'est vraiment le rapport de propriété de la terre. Donc, il faut bien marquer que je ne suis pas entièrement propriétaire, je n'ai pas le droit de profiter au sens ici, je parle de tirer parti de son fruit. Alors, voilà ici pour l'Agmara concernant la question des 30 jours. D'accord? Que les 30 premiers jours, je ne suis pas en droit de réclamer une dette, peu importe la manière dont la dette a été contractée, que ce soit avec un contrat écrit, que ce soit à l'oral. Très bien. Et d'où on apprend ces 30 jours-là? De deux choses à la fois, du pasouk lié à la Shemitah, qui fait entendre qu'il existe une année de Shemitah, donc une année d'abandon des dettes, autre que l'année de Shemitah. C'est quoi cette année d'abandon des dettes qui n'est pas une année de Shemitah? C'est quelque chose qui n'est pas une vraie année, c'est 30 jours, qui est valable comme une année. Voilà, ce point-là, on ne va pas le développer. Nous, est-ce qu'on apprend que 30 jours, c'est considéré comme une année? Juste, c'est une idée qui est reconnue en plusieurs endroits dans l'Agmara. J'ai envie qu'on avance parce qu'on est ici un autre sujet qui est très intéressant et qui touche à des questions d'halakha plus courantes. Quoique prêter de l'argent, c'est quelque chose qui est assez courant. Hein. Quand on prête de l'argent, il faut le savoir, c'est une halakha, on n'a pas le droit de réclamer avant 30 jours. Ou sinon, ce serait permis si c'était précisé à l'avance, évidemment. Si à l'avance, on précise bien, attention, je te prête que pour 2 semaines, là, évidemment, on est tout à fait en droit de venir le réclamer. Ve'amar Rav Yehuda amar Rav. Et Rav Yehuda a dit non de Rav. Alors, la halakha qui va suivre n'a strictement rien à voir avec ce qui précède. Le seul lien, ce sont les auteurs. Rav Yehuda a dit au nom de Rav, avec ensuite une réaction, comme va le montrer Rachid de Rav Kahana. Et on était dans le même schéma dans la Gemara qui a précédé, où Rav Yehuda a dit quelque chose au nom de Rav, et Rav Kahana avait posé une question. Donc, c'est quelque chose cette forme-là, où Rav Yehuda parle au nom de Rav et Rav Kahana vient poser une question, on la retrouve en plusieurs endroits, la Gemara les a associés. On a donc un exemple qui a précédé, l'exemple qui va suivre, et on en aura encore un après. Ramar Vidamar, vous allez voir, c'est quelque chose qui touche à des questions d'halakha très courantes, dont vous avez certainement entendu parler. Apoteach bet atzavar beshabbat, chayav chatat. Celui qui ouvre un col, bet atzavar, c'est un col, le col d'un vêtement pendant Shabbat, est chayav chatat. Alors, quand on lit ça, on peut comprendre simplement, imaginez-vous une sorte de vêtement très simple, comme un tissu, un drap, comme un talit. C'est le talit katan, où on va faire un trou au milieu du vêtement pour faire passer la tête. Donc on crée un col
en déchirant ici le vêtement. Celui qui fait cela pendant Shabbat sans faire exprès, ou bien sans faire exprès, c'est un peu difficile parce que sans faire exprès, il n'a pas besoin de faire un col, en faisant exprès d'ouvrir un col, mais sans savoir que c'est interdit, par exemple, ou sans savoir que c'est Shabbat. Donc, on met complètement de côté ce que je vous ai dit de sans faire exprès, c'est un abus de langage, c'est-à-dire de manière qui est involontaire, comprenez bien. Il a conscience qu'il est en train de faire un col, ça il en a tout à fait conscience, mais soit il ne sait pas que c'est interdit pendant Shabbat, soit il ne sait pas que c'est Shabbat. Donc il doit amener un korban khatat. Ce que ça veut simplement dire, c'est qu'il a transgressé une melacha pendant Shabbat. Regardez Rashi. Apoteach bet hatzavar, celui qui ouvre un col, chez Asa P, les chalouk khadash, il a fait une ouverture à un nouveau chalouk, un nouveau vêtement. Chayab, il est chayab khatat. Pourquoi chez Tiken Kli, il a transgressé la melacha qui est celle de metaken. Metaken, de réparer, arranger. Alors, Rachid précise ce que je vous avais dit tout à l'heure. Le fait qu'on a enseigné ça maintenant, alors ça n'a rien à voir avec les questions de la Shemitah ou des dettes. Mishum Damar Abiuda Laïl, Amalvet Raverol et Serchenu, quand on avait enseigné plus haut, celui qui prête à son ami pour 10 ans, et Udve Ravkana avait objecté. Nakatname les Kulhu Anach Mile de Shematin, donc on a enseigné tous les autres enseignements. D'Amrinhu Rabiuda Karbuda a dit, Udve Ravkana pour lesquels Ravkana a objecté. Donc pour l'instant, on n'a vu que l'enseignement de Rav Yehuda qui a dit au nom de Rav, celui qui a ouvert le col d'un vêtement pendant Shabbat est chayav khatat. Rachid nous l'a dit très simplement, parce qu'il est metaken kli. Il a fabriqué un objet. En quoi il a fabriqué un objet? En fait, il a fabriqué un vêtement. C'est que le tissu en l'état n'est pas utilisable comme vêtement. Alors, comme un autre vêtement peut-être, mais comme le vêtement que lui a envie de faire, non. Donc, il a créé un vêtement en faisant un trou. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que d'habitude, quand on crée quelque chose, c'est qu'on associe différents morceaux et on va les rattacher ensemble, on va les coudre, on va construire quelque chose, on va lui donner une forme, etc. Là, c'est en faisant un trou, et d'habitude faire un trou, c'est déchirer, et déchirer, même si c'est interdit d'après les Chachamim, c'est mécalquel, c'est abîmé, donc c'est pas interdit d'après la Torah. Donc, d'après la Torah, quelqu'un qui déchire un vêtement, il est pas tout. Donc c'est pour ça que le cas est intéressant ici, parce que voilà le même acte, exactement le même acte, j'ai un bout de tissu, je déchire le bout de tissu. Dans un cas, je suis pas tour d'après la Torah. Dans d'autres cas, je suis chayav khatat, c'est un interdit grave. Pourquoi? Parce que dans un cas, j'avais l'intention de déchirer, d'abîmer le vêtement, de faire un trou dedans. Et dans l'autre cas, j'avais l'intention de fabriquer un col. Donc l'intention qui accompagne mon acte va changer complètement la valeur de mon acte. C'est-à-dire que puisque mon intention est de fabriquer quelque chose, on va tenir compte de cela, on va considérer que c'est une melacha. Voilà, c'est clair jusqu'à présent, je crois que c'est assez simple. Matkif la Ravkana vient objecter. Vechima benze limegufat chavit. Mais qu'y a-t-il donc de différent entre ce cas-là, de celui qui ferait un vêtement pour fabriquer un col, et ce qu'on appelle megufat chavit? Megufat chavit, c'est quelqu'un qui viendrait casser, donc faire un trou, là aussi, un élément d'un tonneau, pour pouvoir utiliser le tonneau pendant Shabbat et boire le vin qui s'y trouve. Donc le tonneau est bouché et il va donc il va casser le tonneau. Regardez Rashi. Damrinan beperek chavit shenishbera, quand on enseignait donc dans Masechet Shabbat au chapitre le chavit shenishbera, des métises rocha beshabbat besayef, celui qui casse le sommet du tonneau avec une épée, l'iftoach et chavit pour ouvrir le tonneau. Donc dans ce cas-là, on avait dit qu'il serait, dans certains cas, il serait pas tout. Alors, on va regarder cet exemple dans la Gemara. Regardez, dans Masechet Shabbat, vous l'avez ici. Shover Adam et Achavi, donc c'est une Mishnah. Un homme a le droit de casser un tonneau, les Echol Hemena Grogerot, pour manger les dattes qui se trouveraient dans ce tonneau. Où il va chez lui de Kavel à Asot Kli, mais à la condition qu'il n'ait pas l'intention, en cassant ce Kli, de fabriquer un objet. Donc, j'ai un tonneau. Si je casse simplement de manière qui est brutale, comme ça, donc l'exemple qui est donné souvent, c'est justement avec une épée, donc c'est quelque chose c'est un coup brut sans vouloir bien couper.
Dans ce cas-là, c'est permis. Par contre, si il fait exactement le même acte, il accomplit exactement le même acte, il va casser un tonneau, mais il le fait de manière à créer un tonneau qui soit bien coupé, il veut obtenir la forme du tonneau une fois qu'il sera coupé, pour en faire une sorte de bassine, peu importe, etc. Là, dans ce cas-là, ce sera interdit. Donc, le simple fait de briser le tonneau pendant Shabbat, pour pouvoir manger ce qui se trouve à l'intérieur, c'est permis. Par contre, on n'a pas le droit de trouer, mais goufa shel chavit, c'est le mot qu'on a vu tout à l'heure. Mais goufa shel chavit, c'est le bouchon d'un tonneau. Donc, imaginez-vous, ne pensez pas au tonneau que vous avez avec le robinet qui en sort, justement. Vous avez un tonneau, vous avez un trou dans le tonneau, et vous avez un bouchon qui bouche le tonneau. Et pour que le bouchon tienne bien, vous avez généralement de la cire qui entoure le bouchon pour que ça colle bien, pour éviter que ce soit bien imperméable, pour éviter que le liquide du tonneau ne s'échappe. Donc, si quelqu'un vient et perce le bouchon pour faire un trou, et donc ainsi récupérer le vin qui se trouve dans le tonneau, ça c'est interdit, c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. Il dit Rabbi Yehuda, la chachamim matirin et chachamim permettent. Beloï kovena metsidam, il ne faut pas qu'il fasse un trou sur le côté. Et maïta nekuva, par contre, si elle était déjà trouvée, loïten alea sha'ava, il ne faudra pas qu'il mette de la cire dessus, mais penishum maréar, parce que étaler de la cire, étaler comme étaler une pommade, etc., c'est interdit, c'est une tolda de mémachek, de quelqu'un qui viendrait effacer. Amar Rav Yehuda, Maaseba lefnei Rabban Yochanan ben Zakkai, une fois c'est arrivé dans Rabban Yochanan ben Zakkai, Be'arav, dans un endroit qui s'appelle Arav, Ve'amar Chosheshani lo mechatat, je crains effectivement qu'il ait amené un korban khatat. On va regarder Rashi sur cette Mishnah-là dans Masechet Shabbat. Shover Adam Chavit, un homme peut casser un tonneau, briser un tonneau, Melea Grogerot qui est pleine de dattes, Besakin avec un couteau, Besayev avec une épée, les Chomimena Grogerot pour manger les dattes qui s'y trouvent, voilà. Des el mekalkel shum isur beshabbat, car le fait d'être mekalkel, d'abîmer quelque chose, ce n'est pas interdit Shabbat. Le simple fait d'être mekalkel. Vous aurez remarqué certainement que, et dans la Mishnah et dans le Rashi, on a le sentiment qu'il y a une insistance sur le fait qu'il y ait, semble-t-il, deux conditions. Une condition, c'est qu'il casse, il abîme, et deuxième condition, c'est pour prendre quelque chose, la nourriture qui s'y trouve. Son intention à lui, en fait, c'est de manger. Mais s'il cassait simplement le tonneau, est-ce qu'on aurait dit la même chose? Donc là aussi, il serait mekalkel beshabbat, il abîmerait. Donc si je m'en tiens à la fin du Rashi, mekalkel shum iso beshabbat, il n'y a pas d'interdit à mettre mekalkel shabbat. Alors je pourrais casser n'importe quel tonneau juste pour le plaisir de casser, là aussi serait la même. Or la Mishnah précise bien, le Rashi également, qu'il faut avoir l'intention de vouloir manger ce qui s'y trouve. Alors, et la Mishnah continue, il va chilut kaven à cette clim, à condition qu'il n'ait évidemment pas l'intention de fabriquer un ustensile en brisant ce tonneau. Les nokva y a fait, donc de ne pas faire un trou ou en coupant de manière qu'il soit bien découpé, et pétachna avec une belle ouverture. Ça, par contre, ce serait interdit parce qu'il fabrique un objet. Ensuite, Rabbi Yehuda avait dit, en nokvin megoufa, on n'a pas le droit de percer la megoufa, c'est le bouchon du tonneau. Advuka bepe achavit, qui est bien collé à l'ouverture du tonneau, la asot nekev, en faisant un trou. Et là, regardez bien Rachid, notel et kula. Il peut par contre enlever tout le bouchon. Enlever le bouchon, il a le droit. Aval kinakiv là, metaken pitra. Et par contre, quand il perce, là, il fabrique une ouverture. Donc Rachid ajoute un élément très important. Il distingue le fait de percer un bouchon, et de faire un trou par lequel va s'échapper le liquide. Donc percer le bouchon, ça me fait penser à ce que nous on a vu dans la Gemara, quelqu'un qui ferait un trou dans un vêtement pour fabriquer un col. Ça s'appelle un trou, ça s'appelle quelque chose qui semble être abîmé, je suis en train de couper, etc. Et pourtant, je peux, en faisant un trou, fabriquer quelque chose, je fabrique une ouverture. Donc percer un bouchon, c'est fabriquer une ouverture, c'est fabriquer une sorte de robinet. Par contre, Rachid rajoute, mais si au lieu de ça, il enlève simplement le bouchon, et alors qu'il a bien précisé Rachid que le bouchon est collé, donc en enlevant, il va casser aussi un petit peu de cire qui se trouve autour, etc. En enlevant ce bouchon-là, par contre, c'est permis, là, il n'y a pas de problème. Les Chachamim eux permettent même de percer le bouchon. Pourquoi? Parce que bien qu'effectivement, en faisant un trou, en perçant le bouchon, il va récupérer le vin, donc c'est une façon d'obtenir le vin,
Mais ce n'est pas une façon normale de faire un trou. On ne fait jamais un trou comme ça. On peut faire un trou dans un tonneau, on perce le tonneau à l'endroit même du tonneau, comme c'est écrit juste après. Veloï kavena vetzeda, il ne faut pas qu'il fasse un trou sur le côté. Donc quand je fais un trou dans un tonneau pour obtenir ce qui est dedans, c'est la façon habituelle. Et très souvent, c'est comme ça qu'on faisait. Les tonneaux étaient toujours bouchés. On ne les ouvrait pas, on perçait un trou et on récupérait. Après, on rebouchait le trou, on fermait, etc. Donc, aller percer un bouchon sans enlever le bouchon, c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Le fait d'avoir fait ça, c'est quelque chose qui est méchouné. Donc, il n'y a pas de chiyuv khatat. Alors, ensuite, il a dit, il ne faut pas qu'il mette dessus de la shahava, de la cire, à cause de memareach. Memareach, c'est étalé. Donc, Viesh kan mishum memachek, c'est lié à la melacha de memachek. Je saute le prochain Rashi qui précise que le mot arabe, c'est un lieu. Donc, Yesh, il serait chayav khatat, c'est-à-dire, Shema mira chashava le dovka be dofne akeli, tsaviv anekev. Donc, le fait d'avoir étalé effectivement la cire, ça posait problème à Rabbi Yochanan qu'effectivement, autour du trou, c'est quelque chose qui peut être assimilable à un chiyuv khatat. En tout cas, qu'est-ce qu'on a appris de cette Mishnah-là? Que d'après Rashi, que les Chachamim permettent clairement d'enlever un bouchon en cassant la cire qui serait collée tout autour, etc. Et que donc, par cela, je n'ai pas fait de melacha, je n'ai pas fait d'interdit. On revient à notre Gemara. C'est la question de Rav Kana. Il dit quelle différence il y a entre le fait de faire un trou dans le vêtement et en cela je fabrique un keli et la megoufat ravit lorsque j'ai ouvert le tonneau en enlevant le bouchon. Alors, tel que je vous l'ai présenté avec Rashi, je pense que vous avez vous-même très facilement vu la distinction qu'il y a entre les deux. On entend très bien que les choses sont différentes. On change la nature de l'objet, du tonneau, du vêtement. Alors, si on change la nature dans les deux cas, les deux sont interdits. Alors que justement, dans un cas, ce serait interdit, dans un autre cas, ce serait permis. Pourquoi? La réponse paraît assez évidente. On va voir la Gemara. Donc, Vechima benzel megoufat ravit, quelle différence il y a entre le fait de faire un trou dans le vêtement et la megoufat ravit? Amarle, il a dit Zé chabour, vezé et non chabour. Dans un cas, c'est attaché, dans l'autre cas, ça ne l'est pas. C'est quoi dans un cas, c'est attaché, dans l'autre cas, ça ne l'est pas? Rashi, regardez comment est-ce qu'il le comprend. Je vous précise à chaque fois Rashi parce que cette simple Gemara, elle connaît d'autres interprétations très différentes et ça va avoir beaucoup, beaucoup d'incidence dans la halacha, dans la Rishonim déjà et ensuite dans les Acharonim. Rashi, Zé, des bêtes à tsavar, dans le cas du col du vêtement, Yachibour, c'était attaché. On comprend comment c'était attaché, très simplement, c'était un vêtement, c'était un bout de tissu. Il casse patar, c'est ça qu'il a ouvert. Tikkun chadash, l'ouverture, c'était vraiment, je suis en train de faire un nouveau tikkun, une nouvelle réparation. Houzé. Avala megoufa, menaka megoufa, afal pishi tocha, bien qu'elle est bien collée, attachée. Alpia chavit, c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien bouché, bétite, avec de la terre ou bien avec de la cire, peu importe. Enze chibour, c'est pas attaché. C'est comme si elle était ouverte. Donc Rachid nous explique bien la Gemara en nous disant il faut faire la distinction entre quelqu'un qui fait un trou dans quelque chose qui est un tout, une sorte donc quelque chose qui a une forme qui est unique, qui est entier, et je viens faire un trou et en faisant un trou, je fabrique quelque chose d'autre. Il y a changement de nature, changement d'état au moment où j'ai fait mon trou. Donc j'avais un simple vêtement, j'ai fabriqué un col en fait, ce trou-là à valeur de col. Pourquoi? Parce que j'avais quelque chose qui était d'un seul bloc. Par contre, si j'ai deux blocs différents, j'ai deux éléments différents, bien que les deux éléments soient rattachés, collés, ils sont chabour au sens rattachés, mais ils ne sont pas chabour au sens que ce n'est pas le même bloc, ce n'est pas le même objet. Donc j'avais depuis le départ deux objets. J'avais et le tonneau et le bouchon, mais l'un est collé à l'autre, bien qu'en réalité il soit très bien collé. Quand je viens enlever le bouchon, je viens enlever quelque chose qui, dans sa nature même, est considéré comme un élément différent, séparé, différencié. Donc, puisque virtuellement, ils sont déjà considérés comme deux choses différentes, même s'ils sont rattachés très fortement, eh bien, en les détachant l'un de l'autre, je n'ai pas fabriqué un trou. Le trou, il était déjà là. L'ouverture, elle était déjà là en vérité. Voilà. Ça, c'est la Gemara dans Masechet Makot. Alors, je pense que vous avez dû penser tout de suite à partir de cette Gemara.
le lien qu'il y a entre des questions que vous avez certainement vues concernant les ouvertures des boîtes de conserve, les ouvertures de bouteilles, etc., etc., etc. Donc ça va effectivement servir de base, entre autres, cette marée et d'autres, hein, et les différentes lectures qu'on peut en avoir sur la possibilité ou pas d'ouvrir une boîte de conserve ou d'ouvrir une bouteille. On va prendre le cas d'une bouteille de soda fermée avec un bouchon en plastique comme on en a en France. Si je dis que c'est comparable à Beta de Savar, c'est sûr que c'est interdit. Si je dis que c'est comparable à Megufat Ravit, ce sera pas tout. Alors, il y a encore d'autres solutions. Ça peut être comparable ni à l'un ni à l'autre et être considéré comme autre chose encore. Hein. D'accord? Alors, à quoi ça ressemble le plus? Est-ce que ça ressemble plus à quelqu'un qui ferait un trou dans un vêtement ou est-ce que ça ressemble plus à quelqu'un qui viendrait enlever le bouchon bien collé d'un tonneau? Je vous écoute. Ah là, je ne vous entends plus. Donc, vous pouvez enlever le muet et répondre. Le tonneau. Ça ressemble beaucoup plus au tonneau, bien évidemment. J'ai un bouchon qui existe séparé, j'ai une bouteille qui existe séparée, les deux sont considérés comme deux éléments différents, et je viens ouvrir, d'accord? Donc, si je regarde que cet aspect-là, ça ressemble effectivement au tonneau, puisque je ne viens que séparer des choses qui sont rattachées que par la force des choses, c'est tout. Si j'observe que cet aspect, j'insiste bien. Par contre, si je regarde un autre aspect de la même chose, c'est que pour enlever mon bouchon, je suis obligé de casser mon bouchon en séparant la bague du bouchon, ce dont on ne parle pas ici. Là, l'exemple que nous avons, c'est un bouchon qui est collé avec autre chose, qui n'est ni le tonneau ni le bouchon. Là, il y a de la terre tout autour ou de la cire, peu importe. D'accord. Maintenant, si je viens, j'ai un bouchon, mais pour ouvrir ma bouteille, je suis obligé de casser selon des trous qui ont été mis à l'avance et séparer une bague de ce bouchon-là, eh ben, ce serait peut-être différent. Peut-être que là, effectivement, au niveau de la bouteille, il n'y a pas de problème, je n'ai pas fait de trou dans la bouteille. Au niveau du bouchon, j'ai peut-être fabriqué un bouchon qui n'était pas bouchon auparavant. D'accord? Parce que vous savez comment ça fonctionne. Au départ, les bouchons, c'est une sorte de cylindre en plastique tout simple. C'est une machine avec de la chaleur qui vient les serrer sur la bouteille. Et donc, on fabrique le bouchon sur la bouteille. Le bouchon tel que nous l'avons n'existe pas avant d'être mis sur cette bouteille-là. Il n'a pas du tout cette forme-là. Donc, on a les bouteilles qui sont remplies. Il y a un petit cylindre en plastique qui est posé dessus. Et ensuite, c'est serré de manière très forte. Et en serrant, eh bien, on fabrique un bouchon tel qu'on le connaît, avec les stries, avec les petits trous, et puis cette bague qui est en dessous. Alors, vous avez certainement vu en Israël, il existe des bouteilles pour lesquelles vous avez un bouchon, et vous avez une bague qui est composée d'un autre élément que le bouchon lui-même. C'est-à-dire la bague ne fait pas partie du bouchon. Ce n'est pas du tout comme nous avons, où c'est un seul bloc. Hein. Et en fait, on casse la bague. C'est une bague c'est un bouchon un petit peu plus complexe, mais qui est en vérité un autre élément encore. Et donc, ça ressemble beaucoup plus à notre Megufat Ravit. Voilà, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, l'exemple de la boîte de conserve. Donc, j'ai une boîte de conserve et je l'ouvre pour manger ce qu'il y a dedans. À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à Megufat Ravit ou est-ce que ça ressemble au faire un trou dans un vêtement? Je vous repose la même question. Je vous écoute. Faire un trou, puisque c'est... J'entends pas. Vous pouvez répéter? Faire un trou, puisque le couvercle fait partie intégrante de la boîte. Exactement. Là, par contre, j'ai un seul et même objet. Et cet objet-là, je viens le trouer pour avoir ici dans un seul bloc, enlever une partie d'un bloc. Sauf que, c'est vrai que ça ressemble beaucoup aux vêtements. Si je reprends la Mishnah dans Shabbat, ça ressemble à un autre cas, qui est celui qui vient casser un tonneau. Quelqu'un qui vient casser un tonneau de manière, on a dit, brutale, sans intention de faire quelque chose de bien découpé, d'accord? Eh bien, c'est permis. Alors, toute la question, ça va être ça. C'est que là, par contre, je n'ai pas cassé brutalement sans intention de faire au contraire. Quand je coupe, vous voyez, j'ai un ouvre-boîte et j'essaie de couper de manière assez droite. Je ne vais pas casser ma boîte de conserve. Si c'était ça, il n'y aurait pas de problème. Mais malgré tout, quelle est l'idée qu'il y a derrière? L'idée qu'il y a derrière quand on dit qu'on a cassé brutalement, est-ce que c'est que cette façon-là qui autorise, ou bien c'est ce que ça suppose?
et que si j'arrive à atteindre le même objectif sans casser brutalement, ben, ce serait aussi permis. C'est-à-dire que si l'idée qui est derrière, c'est que en cassant brutalement, je révèle par là que mon intention n'est pas de fabriquer un keli, un ustensile, la preuve c'est que j'ai cassé n'importe comment, mais ce qui compte en vérité, c'est que je n'ai pas fabriqué un keli, ce n'est pas du tout mon intention. Donc on va se poser la même question pour la boîte de conserve. Quelqu'un qui ouvre une boîte de conserve, mais qui n'a strictement aucune intention de fabriquer un keli, il ne veut pas utiliser toute cette boîte de conserve comme un ustensile en tant que tel. Il ne cherche pas à fabriquer une sorte de cylindre bien découpé pour ensuite se servir quoi que ce soit. C'est sûr qu'il va s'en servir un petit peu maintenant, mais ça c'est comme celui qui a cassé son tonneau n'importe comment. Il continue à utiliser le reste du tonneau pour se servir de la nourriture qu'il y a dedans. Mais après ça, il va le jeter. Donc là aussi, si ma boîte de conserve, après je vais la jeter, est-ce que ça suffira pour considérer que du moment que j'ouvre une boîte de conserve sans l'intention de fabriquer un ustensile, et la preuve que je n'ai pas cette intention, c'est qu'après je la jette et je n'ai jamais gardé ma boîte de conserve après, eh bien là aussi ce serait autorisé. Ou bien non. De fait, j'ai coupé de manière bien droite, et dans la Mishnah, j'ai coupé vraiment un exemple de quelqu'un qui couperait bien droit. C'est vrai, à chaque fois que j'ouvre une nouvelle boîte, c'est toujours coupé bien droit. L'objet obtenu est un objet qui peut servir, que je peux même garder, et qu'il y a des gens d'ailleurs qui gardent pour ensuite y mettre des vis ou je ne sais quoi encore. Donc, ce n'est pas improbable, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Donc, ça suffira à dire que j'ai fabriqué un keli, donc ce sera interdit. Donc, vous avez vu un petit peu ici les différentes façons de voir les choses. On n'a pas du tout vu encore les chitotes à ce sujet-là. Alors, on a l'habitude de dire que les Sfaradim autorisent, les Ashkenazim interdisent pour ces différents cas. C'est plus complexe que cela, bien évidemment. Et en plus, ce n'est pas vraiment une question de Sfarad Ashkenaz. Si on va jusqu'au bout, on verra. C'est un exemple intéressant. Je ne connais pas beaucoup, où on a fini par dire les Sfaradim font comme ceci, les Ashkenazim font comme cela, parce qu'un Acharon, chez les Acharonim, c'est-à-dire chez les derniers décisionnaires, il y a une opinion d'un décisionnaire séfarade qui a émis une opinion, donc un décisionnaire ashkenaz qui a émis une autre opinion. Sauf que on n'a jamais considéré que la halakha séfarade ou ashkenaz dépendait de l'Acharonim. Je vais essayer de m'expliquer. Si l'opinion de l'un et de l'autre, en vérité, n'a rien à voir avec une marloquette séfarade ashkenaz, c'est-à-dire c'est pas une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, entre Mechaber et le... Entre les Acharonim, il y a plusieurs façons de comprendre le Gemara ou un Shulchan Aruch, etc. Donc c'est une question de lecture qu'on peut avoir de la Gemara ou des Rishonim. Donc, tel Rav Séfarad a telle lecture, tel Rav Ashkenaz a telle lecture. Mais ça n'a strictement rien à voir au départ avec une marloquette Séfarad Ashkenaz. Alors, ce n'est pas parce que c'est un Rav Séfarad qui a lu comme ceci que c'est une halakha Séfarad en vérité. Or, généralement, c'est comme ça que les choses ont fini par prendre. C'est que puisque Rav Yosef, par exemple, a compris le Shulchan Aruch de cette façon-là, donc on va dire l'halakha les Séfarad, et Rabbi Moshe Feinstein ou Shmirat Shabbat a compris autrement, c'est Ashkenaz. Mais je vous rends attentif au fait que ça n'est pas du tout évident de penser comme ça, même si par la force des choses, aujourd'hui c'est plutôt comme ça qu'on l'entend. C'est une logique d'un autre type. La différence entre Ashkenaz, c'est Shulchan Aruch, Rama par exemple. Et ça n'a rien à voir en fait ensuite avec les Charonim. Alors pour un petit peu aborder cette question-là, on va regarder quelques petites sources. Un petit instant. Donc le Shmirat Shabbat Keichata, c'est un livre qui est devenu, on va dire, un très grand classique de la halakha, du Rav Neuwirth. C'est un des premiers, le Rav Neuwirth, j'exagère quand je dis, il y a eu d'autres, essais avant lui, mais c'est celui qui va vraiment marquer sa génération, de reprendre toute la halachot du Shabbat, avec un autre ordre, un autre classement que ceux du Shulchan Aruch, donc de ne plus suivre l'ordre du Shulchan Aruch, mais d'avoir un ordre logique qui correspond en fait à la vie des gens, et en plus de manière moderne. Ça, ce sont des questions vraiment modernes qui vont être abordées. Il va traiter de tout ce qui touche au Shabbat, dans le suivi, on pourrait dire, de la vie quotidienne des gens et de toutes les questions qui vont se poser, donc comment ça se passe à la cuisine, etc. etc. Donc c'est très intéressant comme démarche, hein. C'est vraiment on a un exemple type vraiment classique des nouveaux livres de halakha qui sont apparus au XXe siècle, où on se place du côté, excusez-moi, de l'usager, et on l'observe dans sa vie de tous les jours, et quelles sont les questions qui se posent dans son quotidien, et donc que dit la halakha à ce niveau-là, dans les questions du quotidien. Donc il a traité donc
faisait des micros, il a traité de toutes sortes de choses, etc., de la minuterie, dans le suivi des préparatifs du Shabbat. Donc, il en vient également donc, à parler des questions de tout ce qui est boîte de conserve, bouteilles, etc. Il dit la chose suivante. Asur l'asir et mirse hapach mi bakbuk asher im ptichato nefach mirse les kli raoui les shimush kipkak habarga. Donc, on y va. Il est interdit d'enlever le mirse hapach, donc le bouchon, tout simplement mi bakbuk d'une bouteille, asher im ptichato, de telle sorte qu'en ouvrant, nefach mirse les kli, que le bouchon devient un ustensile raoui les shimush qu'on peut utiliser kipkak, abraga, comme les bouchons qui se vissent. Abraga, pardon. Comme par exemple les bouchons, ceux dont on a parlé tout à l'heure, qui, lors de leur première ouverture, une partie du bouchon se sépare et il reste comme une bague sur le cou de la bouteille. Donc, c'est exactement la définition des bouchons que nous avons jusqu'à aujourd'hui dans les bouteilles plastiques où en ouvrant le bouchon, je casse la bague qui se trouve en dessous et c'est ça qui rend possible, il le précise bien, l'utilisation future du bouchon. C'est que grâce à ça, c'est fait exprès, ça sert à cela, eh bien, je peux réutiliser le bouchon. Donc, si j'observe ce que j'ai fait, j'avais avant une bouteille qui était scellée avec un morceau de plastique cylindrique, d'accord, qui, en l'état, avant que je n'y touche, n'était pas réutilisable, n'était pas fait pour être utilisé tel quel. C'est-à-dire, à ce moment-là, je ne pouvais pas prendre ce bouchon, ouvrir et fermer avec. Pour pouvoir avoir un bouchon qui s'ouvre et qui se ferme, et c'est vraiment ça mon intention, j'ai vraiment cette intention d'avoir un bouchon que je puisse réutiliser ensuite. C'est l'intention de tous ceux qui ont ces bouchons-là, c'est à ça qui servent d'ailleurs, ça fait exprès. L'inventeur des bouchons à vis, leur intention est unique, c'était de pouvoir l'utiliser, le réutiliser. Autrement, on aurait simplement créé des bouteilles avec, comme les canettes, où je fais une ouverture et puis à partir, après je ne peux plus la fermer. Donc, si la bouteille, au départ, avant sa première utilisation, elle est scellée, et l'objet qui va sceller cela, l'élément qui va sceller cela, n'est pas utilisable en l'état. Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir casser la partie supérieure et la partie inférieure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué un keli, j'ai fabriqué un ustensile. Donc, c'est vrai que ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, où j'avais un bouchon dans un tonneau, qui sont deux éléments séparés, et j'ai enlevé le bouchon du tonneau. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à cela. Sauf que dans l'exemple du tonneau, le bouchon, je n'y ai pas touché, il est resté le même. J'avais deux éléments séparés, mais je n'ai pas dû effectuer la moindre action sur mon bouchon pour le transformer. Or, ici, il y a une transformation du bouchon, et ça passe par le fait de séparer la bague. Aval, mutar et nakev bezrat patish, au masmer et adamirse azé. Mais j'ai le droit de faire un trou même avec un marteau ou un clou. Ce mircé-là, vous avez peut-être étonné qu'on utilise un clou et un marteau Shabbat, et faire un trou en plus, c'est des choses qui normalement sont interdites, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu tout à l'heure, que les Chachamim dans la Mishnah permettent de faire un trou à l'intérieur du bouchon, parce que c'est quelque chose qui est michouné, c'est pas comme ça qu'on fabrique un trou normalement. Il mène à la mircé au tiot, à condition que malgré tout, en plus de tout ce qu'on a dit, il n'y ait pas des lettres sur le bouchon, au tiurim ou des dessins chez Kalkelo qui vont s'abîmer. À l'idée à Nikouv, en faisant le trou, parce qu'autrement, je rentre dans la melacha d'effacer. Et dans ce cas-là, une fois qu'on aura fait ça, on pourra enlever le bouchon. Pourquoi je pourrais enlever le bouchon après avoir fait le trou? C'est parce qu'il n'est pas utilisable. Donc je n'ai pas fabriqué un objet utilisable. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un bouchon troué. À condition qu'il ait quand même fait un trou dans le bouchon qui soit assez large, car chez les Odra ou il est Shimush Betourat Mirse, de manière à ce qu'on ne puisse pas du tout l'utiliser. Donc l'halakha du Shmirat Shabbat est clair, il est strictement interdit pendant Shabbat d'ouvrir pour la première fois une bouteille plastique qui est fermée par un bouchon avec une bague, parce qu'en faisant cela, on fabrique un objet qui s'appelle bouchon, utilisable et réutilisable. Voilà. Ça, c'est l'opinion du Shmirat Shabbat. C'est l'opinion qui, quand je dis très largement, c'est un petit mot, qui est quasiment unanimement retenu dans quasiment tous les poskim qui l'ont suivi vraiment indépendamment Sfarad Ashkenaz. Dans toutes les yeshivot, partout, on a tenu compte de cette halakha parce qu'elle paraît assez logique. J'avais un élément en plastique qui servait uniquement
de fermeture, vraiment pour sceller une bouteille, pour ne pas que le liquide s'en échappe et que je puisse la déplacer, le vendre et jusqu'à arriver à l'utilisateur final. Donc c'est à cela que servait cet élément plastique, ce cylindre qui était bouché. Quand l'utilisateur l'ouvre, à partir de là, il fabrique le bouchon qui n'existait pas auparavant, il n'a jamais existé auparavant. Voilà. Pourtant, le roi Yosef va comprendre différemment dans ses shoots les Chavedat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est peut-être courant, mais à l'époque, quand Rav Yosef l'avait écrit, c'était quelque chose qui était assez surprenant, assez choquant même, cette façon d'oser présenter la halakha différemment. Donc, Nimsa, il en ressort, chez Rav Poskim, que la plupart des Poskim, Val Tsevaam, et à leur tête, Arif va Rambam, Sovrim, donc dont le Rif et le Rambam pensent, chez Gam Kli Shalem, même un objet qui est entier, Mutar Lishbor Be Shabbat, j'ai le droit de le casser pendant Shabbat, Kedelitol Menu Machal ou Mashke, pour en prendre de la nourriture ou des liquides. Donc, vous avez déjà fait remarquer cela. On parle à chaque fois de casser dans l'intention de prendre de la nourriture. C'est ça l'intention. Mais Karov Lomar, chez Gamaron Hashulchan Aruch, et on peut même dire, alors justement, il y a plusieurs lectures du Shulchan Aruch possibles, pour le Rif et le Rambam, il n'y a pas à discuter. Donc on peut même se permettre de dire que pour le Shulchan Aruch aussi, et ce serait qu'à Iloura Divra Poskim Enirelaïl, s'il avait vu les Poskim dont tu parles auparavant, qu'on n'a pas devant nous, Ayaposek laquelle a filou chez le Bom Mousteki. Alors, on n'a pas devant nous Shulchan Aruch pour regarder dans les détails. Shulchan Aruch interdit, et ici le Rav Yosef se permet de considérer que Shulchan Aruch n'a interdit que parce qu'il n'a pas vu l'opinion de certains poskim, mais que lui-même, de manière logique, aurait aussi autorisé. Alors, ce serait entrer dans trop de détails, pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Au Fizedat, les Navon, Nakel, chez Moutar, Iftoach, Tavakbouk, Beshabbat. Donc, ça lui paraît donc assez logique, de manière assez facile, d'autoriser d'ouvrir une bouteille pendant Shabbat. Bien qu'il va détacher et séparer en ouvrant la bague qui se trouve dans l'extrémité inférieure du bouchon. Car cette bague va servir strictement à rien, et c'est considéré comme abîmé. Parce que son intention, à lui, la personne qui ouvre, c'est d'obtenir ce qui se trouve à l'intérieur, la nourriture ou la boisson. C'est pour ça que c'est permis. Comme celui qui casse un tonneau pour prendre les dattes qui s'y trouvent. Alors, pour l'instant, il aborde un seul aspect sur lequel on a vu qu'il fallait insister, c'est quelle est l'intention que j'ai lorsque j'ouvre mon bouchon, etc., quand je casse mon tonneau, etc. Si mon intention, c'est de prendre la nourriture, donc j'ai l'intention de prendre la nourriture, le fait que mon intention soit dirigée dans l'idée de nourriture, tout ce que je casse pour arriver à cela, ce sera mécalquel, ce sera abîmé d'une part, mais en plus, dans un but qui est pas du tout de fabriquer quoi que ce soit, qui est vraiment dans le but d'atteindre la nourriture. Pour vous donner un exemple tout simple, sur ce point-là, personne ne sera en désaccord. Vous prenez un sachet de type Bisley qui est scellé, vous savez, c'est des sachets faits de plastique et d'aluminium. Donc, avec la chaleur, c'est simplement scellé. Quand vous ouvrez ce sachet-là, et donc vous déchirez le sachet, je mets de côté maintenant le fait qu'il y ait des écritures ou pas, je ne rentre pas là-dedans. Au moment d'ouvrir le sachet et que vous le déchirez, d'après tous les avis, ce sera autorisé. Pourquoi ? Parce que le sachet en l'état, il n'est pas du tout utilisable, il va à la poubelle. Donc, si vous prenez n'importe quel sachet qui servirait à... Prenez le film plastique transparent, par exemple, qui est autour d'une boîte de gâteaux. Au moment où vous ouvrez ce film transparent, je ne parle pas encore de la boîte de gâteau elle-même, le film transparent, évidemment, il va à la poubelle, il ne peut servir à rien. Donc là-dessus, il n'y a aucune discussion, tout le monde sera d'accord que je suis dans le fait de détruire quelque chose dans le but d'arriver à la nourriture. Alors, si je ne le faisais pas dans le but d'arriver à la nourriture, ce serait une takan chachamim. Probablement, les chachamim vont interdire de faire quelque chose qui pourrait ressembler à d'autres situations qui, elles, seraient interdites. D'accord ? Mais là, puisque mon but, c'est la nourriture, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est clair. Notre problème à nous, on l'a dit,
c'est que, d'accord, tu fais cela pour avoir arrivé à la nourriture, mais tu as fabriqué un ustensile. Le bouchon lui-même, c'est un ustensile qu'avant, tu ne pouvais pas utiliser et réutiliser, et que maintenant, en séparant la bague, tu as créé un bouchon qui est utilisable. Alors ça, il va aborder cette question-là. Ou Behemet, et c'est vrai que chez Biptichat Amirse, Ve'asarato Ma'matbouk, quand en ouvrant le bouchon la première fois et en l'enlevant de la bouteille, maintenant ça sert de bouchon à la bouteille, et non c'est quand même pas considéré comme quelqu'un qui fabrique un ustensile, puisque car c'était déjà un ustensile avant que ce soit scellé à la bouteille. Donc c'était quelque chose de séparé qui avait sa valeur propre, sa nature propre, avant même d'être scellé à la bouteille. Et bien qu'après il ait été collé fortement, attaché autour de la bouteille, le yarad me'alav Torah de Kli, il n'a pas perdu sa nature d'objet. Shumamshir leshamesh kemirse le babou, qui continue à être un bouchon pour la bouteille, chez Nimtzad Elav, auquel il est attaché. Et quand il ouvre, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui vient réparer ou fabriquer un objet. Donc vous voyez que la logique que l'on avait vue dans la Gemara, qui était que ce sont deux objets séparés, j'ai d'un côté le bouchon, d'un côté le tonneau, qui sont juste collés fortement, d'accord? Mais le fait que ce soit un bouchon à part entière, qu'il ait déjà sa valeur, Rabbi Yosef considère exactement avec la même logique que c'était un objet séparé. Alors, le fait qu'ensuite j'ai ouvert, que j'ai cassé la bague, etc., ça lui a peut-être sans changer sa forme, mais c'était déjà un kéli auparavant. Ça reste un kéli qui existait préalablement. C'est intéressant de voir qu'il semble ne pas du tout faire attention. Oui, mais il n'était pas utilisable. Il a changé de fonction. Avant, il servait qu'à boucher, maintenant, il sert à être réutilisé. On avance. Donc, j'ai vu dans le Shmirat Shabbat Kichata, le texte qu'on a vu avant, qu'il a fait l'alacha selon notre ami Rav Shlomo Zalman Auerbach, les Essor Iftoach Bakbouk Alidei Asarat Mirse à part, qu'il est interdit d'ouvrir une bouteille en enlevant le bouchon de la bouteille, chez Naaseh Beofen She'im Tichato Nifrat Chelek Me'amirse, de manière à séparer une partie, un élément donc du bouchon, car chez Tisher, Men Tabat Atzara Bakbouk, donc tout ce qu'on a déjà décrit. Ou Me'ata Efshar Lishtamesh Bechelko Elyon Al Shen Mirse, qui Mirse Avraga Ragil. Donc c'est devenu, grâce au fait d'avoir ouvert, j'ai fabriqué un bouchon que l'on peut visser maintenant. Va réser Keosekli, et c'est comme si on avait un objet, Aïncha. Donc il cite le Shmirat Shabbat. Oulam, les datinir esh yesh datir matam lisker laïl. Je pense qu'on peut permettre, en fonction de la raison que j'ai citée plus haut, qu'avant qu'une machine ait scellé le bouchon, cet objet-là, cet élément en plastique, cylindrique, c'était déjà un cli. Mais Gambioto Meshamesh Pirse de Bakbouk Beodomale, et donc quand la bouteille était pleine et qu'on a mis dessus, il a gardé sa valeur d'objet. Il y a Shalav Torah de Kli, mais Imken, Enkantikun Kli Klal. Donc je n'ai pas fabriqué un nouveau Kli parce que c'était déjà un objet. Veod encore. Je sais Sarah de Mirsen, Mitkaven Klal et Taken Kli. Que quand j'ouvre, je n'ai pas l'intention de fabriquer un Kli. Et la Liftoach Habagouk, mais c'est uniquement d'ouvrir la bouteille. Veomnam, malgré tout, Tov Leizer Mimidat Hasidut, Liftoach Habagouk Mer Shabbat. C'est bien, par piété, il dit simplement, d'ouvrir la bouteille avant Shabbat, Kimiot Tov Altikrera, car en plus on cherche à faire le bien, eh bien on ne finira pas en faisant de mauvaises choses, donc il vaut mieux disons, se prémunir encore plus. Ou là, chez l'expliquou le votre à Shabbat, mais si on n'a pas eu la possibilité d'ouvrir avant Shabbat, Moutar le potro Shabbat, c'est permis d'ouvrir pendant Shabbat. Alors, on a du mal à comprendre, me semble-t-il, hein, peut-être que vous ne serez pas de mon avis, le Rabbi Yosef, parce qu'il semble ne pas du tout tenir compte du fait. Alors qu'on voit bien qu'il a très bien saisi, hein. C'est pas qu'il n'a pas vu la chose, il a très bien vu les choses, mais il semble, bien qu'ayant très bien compris ce qu'a le Shmirat Shabbat a dit, ne pas considérer le fait que j'avais un cylindre qui servait à boucher, j'ai maintenant un bouchon à vis qui sert à ouvrir et à fermer.
Et le fait que ce soit un nouvel objet, j'avais un autre objet, j'ai fabriqué un nouvel objet, c'est clairement quelque chose d'autre, ça serait metaken. Il semble ne pas du tout tenir compte de cela. C'est dû au fait que pour le Rav Yosef, et ça va être vrai également dans d'autres halachot dans Shabbat, l'intention joue un rôle prépondérant. C'est vrai pour tout le monde est d'accord là-dessus que l'intention, on l'a déjà vu, est très importante pour donner de la valeur au melachot. Et que si on n'a pas l'intention de fabriquer un objet, du tout, alors il n'y a pas de melacha dans Minatora, en tout cas, il y aura peut-être des takanat rachamim. Et là, c'est quelque chose qui est très difficile à déterminer. Quelle est l'intention de celui qui ouvre une bouteille? Donc, et quelle est son intention réelle et quelle intention on peut lui prêter indépendamment de lui? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, quelle est son intention personnelle, individuelle, au cas par cas, on pourrait presque dire, et puis quelle intention générale on est en droit de considérer valable pour toute personne qui ouvre une bouteille, et là c'est lié non pas à la personne au cas individuel, mais à l'objet lui-même, à sa fonction, etc. Quand les concepteurs de ces bouchons-là ont fabriqué ces bouchons-là, ils avaient comme idée, effectivement, de créer par ce moyen-là un nouveau bouchon qui servirait à un autre usage que son usage premier. Son usage premier, donc il y a une sorte de plusieurs fonctions de l'objet. Première fonction de l'objet, c'est de boucher la bouteille et qu'elle puisse être déplacée très facilement de manière extrêmement bien fermée. Mais en même temps, de permettre à celui qui ouvre de réutiliser la bouteille plus tard en ayant fabriqué un bouchon à vis. Très bien. Donc ça, c'est clairement l'intention de ceux qui ont fabriqué l'objet. Donc cette intention existe, mais elle existe dans la fabrication de l'objet au niveau des concepteurs. Dans celui qui ouvre la bouteille, est-ce que c'est vraiment ça son intention? Est-ce que vraiment, lui, quand il ouvre cette bouteille, il a cette intention de vouloir réutiliser le bouchon, etc. Ou est-ce que sa seule intention, c'est de pouvoir se servir tout de suite? Et là, c'est difficile à déterminer. Il ne s'agit pas juste au cas par cas. Étant donné que l'objet sert à cela, sert à faire un bouchon qui sera vissable et dévissable par la suite, eh bien, on peut très bien dire que sans y réfléchir, quelqu'un qui ouvre une bouteille, même s'il ne sait pas son intention maintenant, il sait très bien que c'est fait pour fabriquer un objet qui lui servira par ailleurs. Le Rav Yosef semble dire, lui, que même si cet usage est possible, et qu'on en est tout à fait conscient, d'abord, c'est très important, c'était un kéli séparé, c'est clair, c'était d'abord un kéli premier, et qu'en ce sens-là, je n'ai pas inventé un nouveau kéli, il y avait quelque chose qui préexistait. Et deuxième chose, l'acte, au moment où j'ouvre la bouteille, cet acte-là a comme fonction première de me permettre d'obtenir ce qui se trouve à l'intérieur. Et puisque c'est ça mon intention, je vais observer l'action que d'après cette intention-là. Donc, je suis en train de casser quelque chose. Donc, je casse ici la tabate, la bague qui se trouve en dessous. Dans mon intention première, c'est s'il n'y a pas de bague, d'ailleurs, ça m'irait tout aussi bien. Je ne cherche pas ce qu'il y ait une bague. Imaginez-vous que j'ai mes bouteilles qui seraient avec des bouchons fermés, vissés, sans bague. Ça m'arrangerait tout aussi bien, ça ne me dérangerait pas. J'ai aucun intérêt à cela. Alors, ça coulerait peut-être, ce serait peut-être moins bien fermé, mais ça, c'est pas mon problème personnel. Vous allez me dire, ça m'intéresse d'acheter des bouteilles qui sont en bon état. Bien sûr, ça, c'est une autre affaire, ce n'est pas du tout notre sujet. Moi, dans mon acte maintenant, qu'il y ait une bague ou qu'il n'y en ait pas, ce n'est pas du tout mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir boire ce qu'il y a dedans. Et que l'acte d'ouvrir en cassant une bague est un acte qui, pour moi, n'a strictement aucune importance. Ça intéresse les fabricants qui, eux, veulent que le liquide arrive à destination sans se verser. D'accord? Donc, c'est tout à fait comparable à ce bouchon qui se trouve sur un tonneau, qui est bien fermé, bien scellé avec de la terre tout autour, etc. Et que le fait que je casse la terre qui est tout autour, ce n'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Et grâce à ça, maintenant, j'ai un bouchon que je peux réutiliser aussi. C'est tout, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Vous voyez, c'est pas du tout évident. Je prends évidemment une position ni pour l'un ni pour l'autre. On n'est rien du tout pour pouvoir ici donner un avis par rapport à l'un ou à l'autre. C'est juste de montrer que les deux opinions se tiennent complètement. On entend très bien ce que dit le Shmirat Shabbat Kichrata. J'ai fabriqué un objet qui n'existait pas auparavant. On peut entendre, j'essaie dans la mesure du possible de faire comprendre également l'opinion de Rav Yosef qui dit que de fait, à aucun moment c'est ça mon intention. Quelqu'un qui ferait cela vraiment en faisant attention à vouloir fabriquer un objet, peut-être, mais quelqu'un qui a une bouteille, son but c'est cela, généralement les bouteilles finissent à la poubelle et les bouchons avec, et c'est tout, il n'y a pas d'intention.
Donc, vous allez retrouver cette même marloquette sur ces bouteilles-là, vous les trouverez sur les boîtes de conserve, etc., etc., etc. Pour Rav Yosef, la même chose. La boîte de conserve, du moment que je l'ouvre dans l'intention de prendre la nourriture, c'est ça qui m'intéresse. Peu importe que j'ai créé un cylindre bien découpé qui peut servir ensuite à mettre dedans d'autres affaires et que des gens l'utilisent pour ça. Peu importe que ça puisse servir à cela. C'est pas du tout mon intention. Même si je vais aller imaginer que les fabricants des boîtes de conserve ont réfléchi à cela et se sont dit, quand on fabrique la boîte de conserve, on va faire en sorte qu'elle puisse encore servir, que la personne peut encore la garder et la mettre au réfrigérateur pendant un certain temps, que ça serve d'ustensile également. C'est peut-être ça aussi une intention, mais ce n'est pas ça l'intention première de celui qui ouvre la boîte de conserve. Celui qui ouvre la boîte de conserve a devant lui un objet qui renferme de la nourriture et qui, en l'état, lui empêche d'arriver à la nourriture. Donc, il casse l'objet, peu importe la manière, pour arriver à cette nourriture. C'est ça son intention première. À partir de là, le moyen utilisé pour y arriver n'a pas d'importance. Donc, vous voyez que Rav Yosef va vraiment privilégier cet aspect-là qu'on trouve dans la Mishnah, mais on trouve aussi l'autre aspect, et c'est toute la difficulté ici de la question. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère avoir été assez clair. Il n'y a pas aussi l'idée de ce que ça symbolise quand on construit quelque chose, et même si on ne s'en sert pas, le symbole de ce que ça représente. Voilà, c'est vrai. Ce que vous appelez symbole, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que cette fonction existe malgré tout, et c'est sûr qu'elle était dans l'intention des concepteurs, et qu'elle est dans l'intention en plus de beaucoup de gens qui l'utilisent aussi. Maintenant, dit comme vous l'avez dit, qu'on est juste au niveau du symbole, ça n'a aucune valeur à l'achik. On n'est pas en train de parler de symbole ici, ce n'est pas du tout la question. Hein. Mais le fait que ça puisse avoir cet usage-là, et que ça a été réfléchi pour cela, suffit, et c'est clairement l'opinion du Shmirat Shabbat, pour dire, de fait, tu es en train de fabriquer un objet, c'est tout. Quand on parle de OL pour un parapluie, par exemple. J'entends pas bien. Quand on parle de OL, de temps, oui. Pour un parapluie, quand on ouvre un parapluie. Alors, c'est ce que ça symbolise, c'est pas tellement... on n'est pas dans le symbole. Non, le mot symbole veut dire tout à fait autre chose. Non, peut-être que vous l'entendez dans un sens un peu différent, hein, mais le mot symbole ici n'a rien à voir. On n'a pas parlé de OL, mais j'essaie d'aller un petit peu dans votre sens. Si quelqu'un ouvre, étend une surface quelconque pour servir, donc c'est pas du tout le symbole, c'est ça son intention, pour servir à couvrir quelque chose, il est peut-être éventuellement dans le rang de Mélacha qui est celle de fabriquer un OL, de fabriquer une tente. Donc que ce soit un tissu que j'ai tiré, que ce soit un parapluie que j'ai ouvert, en ce sens-là, on n'est pas du tout dans le symbole, on est dans deux actes qui s'équivalent, c'est-à-dire qui reviennent au même, qui est étendre donc une surface pour pouvoir couvrir. Voilà, c'est une définition assez simpliste de Joël, mais on n'est pas du tout dans la question du symbole. Hein. À moins, encore une fois, que le symbole, vous l'entendez dans l'autre sens. Hein. On est au contraire, donc je suis très réaliste, dans une vraie comparaison factuelle entre deux actions qui sont fabriquer un objet, pour un usage qui est un usage ici interdit. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, très bien. À la fois prochaine. Be'ezrat Hashem.